Lorsqu'on apprend une langue seconde ou qu'on enseigne, la rétroaction, c'est pas seulement un geste technique, c'est un acte pédagogique, cognitif et profondément humain qui engage vraiment la compréhension, la réflexion, la légitimité linguistique et surtout la relation entre enseignant et apprenant. Aujourd'hui, pour en parler, je reçois Maria Lourdes Lira Gonzalez, qui est professeure à l'UQAT, responsable du programme d'anglais langue seconde, dont le parcours elle-même migratoire a une posture justement de locutrice non native qui fait des recherches sur les rétroactions correctives afin d'offrir en fait de l'aide aux apprenants qui apprennent une langue seconde, mais aussi aux enseignants qui l'enseignent. Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité reliées à ces thématiques. De mon côté, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, hein? Mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors bienvenue à tous sur le balado avec ou sans accent. Bonjour Maria. Bonjour Tania. Bienvenue. Merci de m'avoir invitée. Ben oui, merci à toi d'avoir accepté notre invitation et à l'Université du Québec au Témiscamingue, au pavillon Mont-Laurier où tu enseignes, Oui, toi. exact. Donc, bienvenue au balado avec ou sans accent. Et aujourd'hui, en fait, justement, on parle de rétroaction. Puis avant de commencer ou aller plus loin, j'aimerais vraiment que tu nous dises, ça veut dire quoi, la rétroaction? Bon, en fait, quand on parle de rétroaction corrective, on parle de tout indice que l'enseignant ou le père donne à l'apprenant pour le faire comprendre qu'il a quelque chose erroné dans la production écrite ou à l'oral. Donc, c'est une thématique que moi, ça fait partie de mon expertise, mais aussi de mes intérêts de recherche, parce que je me dis, tous les enseignants, dans un moment ou dans l'autre, vont donner la rétroaction corrective. C'est ça qu'on fait. Sauf que il y a des cas que même on donne le même type de correction à un élève et à l'autre élève, mais ça marche dans le premier cas et pas dans le deuxième cas. On peut donner le même effort, mettre la même énergie, expliquer de la même façon, mais les résultats sont toujours différents. Donc, moi, j'aimerais savoir pourquoi. Et c'est une question que je n'ai pas la réponse encore, si tu veux déjà, j'anticipe, mais il y a des pistes. Donc, c'est ça. Pour moi, la rétroaction corrective fait partie c'est la partie essentielle de tous les enseignants parce qu'on veut que nos étudiants apprennent. Pour que les étudiants apprennent, il faut corriger les erreurs pour améliorer. Puis, je t'écoute, puis je me dis, pour quelqu'un qui est pas enseignant, tout ça, c'est quoi les différences principales entre la rétroaction et la correction? Parce qu'on entend beaucoup le mot correction. Pour toi, est-ce qu'il y a une différence? Et si oui, qu'est-ce qu'elle est? Oui, en fait, quand je parle de rétroaction corrective, je le peux donner sans corriger. Par exemple, dans les rétroactions, il y a de différentes sortes. La rétroaction directe, c'est la rétroaction où moi, je vais corriger l'erreur. Donc, disons, si on parle en anglais, l'étudiant va dire « he go » au lieu de « he goes ». Donc, moi, je le vais écrire dans le cahier « he goes ». Je vais donner la réponse correcte. Je vais corriger l'erreur. Mais je pourrais simplement souligner le mot « go » sans rien dire. Donc, moi, je ne corrige pas proprement dit, mais je donne un signe à cet étudiant qu'il a quelque chose dans cette production qui ne marche pas. Donc, l'apprenant, en fait, va être plus actif en recevant une rétroaction qu'en recevant une correction. Non, parce que la rétroaction peut être directe quand moi je corrige l'erreur, ou peut être rétroaction indirecte quand moi, au lieu de corriger l'erreur de façon explicite, je vais souligner, ou même peut être rétroaction métalinguistique où je vais donner des pistes pour que l'étudiant trouve la réponse
avec ces pistes que moi, je lui vais donner. Donc, tout ça pour dire que pour moi, la rétroaction, c'est plus général que la correction dans mon cerveau, parce que il a de différentes interprétations, mais la correction, pour moi, c'est quelque chose d'explicite, ça vendrait être la rétroaction directe. Ça pourrait être un peu la différence. C'est ça, la différence en fait majeure. Puis, dans les recherches que tu as menées jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a un certain type de rétroaction qui fonctionne mieux que l'autre? Aujourd'hui, on sait que la rétroaction va aider les étudiants, mais oui, il y a un consensus, oui, on sait que c'est bénéfique. On ne sait pas exactement quel type de rétroaction c'est la meilleure. Et ça parce que la rétroaction corrective, ce n'est pas un aspect unidimensionnel. Quand on parle de rétroaction corrective, on parle de différentes variables, de différents aspects contextuels, mais aussi de l'apprenant. De l'apprenant, on n'a pas le même apprenant avec la même attitude, la même aptitude, le même intérêt, la même motivation, les mêmes capacités, le même âge, etc. Mais aussi les contextes sont différents. Tu commençais pour m'introduire, moi, je suis péruvienne d'origine. Le français, c'est pas ma deuxième, ma troisième langue. La façon que moi, je me vais approcher à une rétroaction, c'est différent que de quelqu'un qui vient, par exemple, de la Chine. Pourquoi? Parce qu'on est de cultures différentes. J'ai fait de la recherche dans le contexte de francisation et j'avais un groupe d'étudiants qui venaient des Philippines. Donc, il y avait 5 étudiants, j'ai fait une étude de cas et quand je pose la question dans les interviews, c'est quoi la partie de français que pour toi c'est le défi en termes de rédaction? Elle me dit, oh, le plus difficile c'est le féminin, le masculin. Et je dis, ah oui, pourquoi? Parce que tagalog, c'est la langue maternelle, on n'est pas ça. Et moi, je lui pose une question naïve, je dis, mais comment est-ce que tu sais si tu parles d'un homme ou d'une femme? Oh, je regarde Maria, si c'est un homme masculin, si c'est une femme féminin, c'est tout. Tu vois, dans ces conceptions, c'est comme ça que ça marche. Donc, si moi, je vais donner la rétroaction corrective dans une classe de francisation, moi, je dois savoir que dans ce langage, le tagalog, ça ne marche pas comme le français ou comme l'espagnol, que c'est ma langue maternelle. Donc, tu vois comment est-ce qu'il a tout un univers à considérer quand on donne la rétroaction corrective. Oui, puis de pouvoir comprendre d'où part l'apprenant, en fait, puis de sa langue maternelle, puis des spécificités de sa langue maternelle aussi. Oui, et de sa culture aussi, parce que je parlais de la Chine, parce que aussi, quand il y a une culture où le respect à l'autorité, c'est très marqué. Ici, quand je mes étudiants, je donne des cours à l'UQAT, et si je me trompe, l'étudiant me va dire, Maria, excuse-moi, mais c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ah, ok, je dis, excuse-moi, jamais un étudiant de la Chine va venir à oser contester l'autorité parce que c'est pas dans sa culture. Je parle de la Chine parce qu'il y a des recherches qui sont dans ce contexte-là, mais je pourrais parler de différentes cultures aussi. Donc, où l'apprenant va recevoir la correction et même si il sait qu'il a un problème avec sa rétroaction corrective, va jamais contester ça. Tu vois, donc, et c'est pour ça que je trouve que c'est une thématique passionnante parce que il faut considérer de différentes dimensions. Oui, puis justement, tu sais, surtout dans des contextes, par exemple, où on enseigne en francisation ou en anglais langue seconde, comme les enseignants que tu formes, les gens vont être exposés à avoir des apprenants de plusieurs cultures. Donc, c'est important de connaître ça. Puis, comment on fait pour le savoir lorsqu'on enseigne? Comme là, vous parlez que vous l'avez demandé. Est-ce que ça se demande bien, par exemple, aux apprenants de nous expliquer comment ça fonctionne? C'est sûr que ça dépend de chaque enseignant. Moi, j'aime parler de chaque classe comme un univers différent. C'est vrai. Donc, chaque classe, chaque salle de cours, il a une gravité différente. Et la façon, et je pense que l'enseignant, quand on a choisi la profession enseignante, c'est parce qu'on est vraiment humain, dans le sens on n'arrive pas avec un menu de 1, 2, 3, comme on dit en anglais, one size fits all.
Donc, je pense que c'est d'un côté intuitif de chaque enseignant connaître comment est-ce que ça va approcher à ses étudiants, mais aussi les enseignants, je pense que chaque fois sont plus intéressés à apprendre et à connaître, à être vraiment des praticiens réflexifs. On est des apprenants tout au long de notre carrière d'enseignant aussi. Là. Exact. J'étais invitée, par exemple, à faire un projet de recherche dans une école secondaire avec une classe d'accueil, encore une fois avec des étudiants immigrants. Et il avait des étudiants de différents contextes. Il avait un étudiant de l'Ukraine, il avait des étudiants de l'Afrique, un peu partout. C'était une classe vraiment diverse. Quand on pose la question pourquoi tu veux apprendre le français, la réponse, c'était beaucoup plus important que simplement la langue. C'est ce que cette langue représente. Par exemple, l'opportunité de commencer à zéro pour une fille que son père avait décédé à la guerre en Ukraine et de son statut de réfugié, fait partie d'un groupe et d'arrêter d'être, isolé. comme on dit, isolé ou perçu comme bizarre. Pour l'autre, donc, c'était vraiment touchant pour moi de comprendre. Je le savais déjà moi-même, je suis migrante, mais quand on comprend l'importance d'apprendre la langue et pourquoi je veux l'apprendre, ça va avoir un impact aussi parce que je vais approcher l'élève d'une façon différente, même pour la correction. Je vais donner la rétroaction corrective centrée sur l'apprenant, pas sur ma position d'enseignant, parce que moi, je pense que la rétroaction directe, c'est mieux que l'indirect, comme était linguistique, ou que à l'oral, ou écrit, ou pour la paire, ou pour l'intelligence artificielle. Moi, je vais vraiment comprendre c'est qui mon élève et je vais partir de lui. En partant de ton parcours à toi, quand toi, tu as appris plusieurs langues secondes, l'anglais, le français, tu es devenue après une experte en enseignement-apprentissage de l'anglais langue seconde. C'est quoi l'influence de ton propre parcours quand tu veux justement faire une rétroaction, en fait, auprès d'un apprenant? Je pense que ça me fait très conscient de toutes les variables qui ne sont pas nécessairement linguistiques dans la langue. Moi, par exemple, j'ai appris le français quand j'étais adulte, dont l'anglais, je l'ai appris à l'école quand on était au Pérou, j'étais dans une école bilingue. Donc, j'étais jamais consciente de ma prononciation en français ou en anglais, mais en français, bien sûr, parce que je l'ai appris quand j'étais déjà adulte. Donc, moi, je suis venue au Québec, j'ai choisi faire mon doctorat à l'Université de Montréal parce que je voulais un contexte francophone pour m'imposer le défi de vraiment comprendre la culture et m'insérer à la culture québécoise parce que c'est ça que j'aimais. Sauf que pour moi, c'était tellement difficile de parler le français, j'étais trop consciente de mon accent hispanophone, pas de ma compétence. J'ai fini l'Alliance française avec l'examen, à l'époque c'était l'examen de Paris, j'ai réussi tout, je suis admise à l'Université de Montréal comme une étudiante québécoise, sans aucune... j'étais pénalisée pour les Françaises comme tous les autres et j'ai jamais eu de problème. Sauf que moi, au début, j'étais vraiment gênée parce que je m'entendais l'accent hispanophone. Sauf que les étudiants québécois que j'ai connus, qui sont mes énormes amis, aimaient l'accent hispanophone. Chaque fois que je parlais, oh, que c'est douce, oh, que c'est cool. Et cette attitude a fait que tout mon filtre affectif, que moi, j'étais tellement consciente, c'était comme, ah oui, ah oui, ah oui. Donc, boum, ça a vraiment m'aidé beaucoup parce que j'étais comme vraiment anxieuse, mais quand j'étais tellement accueillie comme ça, que c'était en plus quelque chose d'exotique, beau, que continue, que les apprend l'espagnol, ça fait une grande différence. Ça rend moi-même légitime. Et c'est ça que c'est important. Ça va au-delà de l'accent, c'est ça parce que c'est ton identité, c'est toi-même que tu te sens accueilli, accepté. Mais j'étais chanceuse ou je sais pas quoi, mais il a des histoires différentes aussi. Ou qu'au lieu d'avoir une attitude positive, il peut avoir une attitude ou une perception négative et ça va avoir beaucoup d'influence sur la personne et pour
conséquences dans l'utilisation ou pas de la langue seconde. Oui, puis ça peut aussi causer une espèce de gêne, hein, ou une anxiété, en fait, de parler ou de pas oser parler parce qu'on va avoir peur de comment l'accent, mais nous-mêmes, avec cet accent-là, va être perçu par les gens avec qui on veut échanger, en fait. Oui, d'où l'importance de comprendre ça dans une salle de classe. Tout d'abord, même si moi, j'ai un accent en espagnol, Mhm. j'ai l'accent péruvien, que c'est différent de l'accent chilien, que c'est différent de l'accent mexicain. Donc, quand on comprend que l'accent, ça fait partie de notre identité Ouais. et c'est quelque chose qu'on doit être fier, Mhm. oui, c'est sûr que quand cet accent, c'est un problème de communication, il faut donner la rétroaction corrective. Oui, quand ça nuit à la compréhension du sens, par exemple. Mais oui, on parle en anglais parce que j'ai plus d'exemples en anglais que c'est la langue que moi j'enseigne et je prépare mes étudiants pour l'enseigner, mais on a par exemple le mot ship et le mot sheep. Donc, le premier c'est un bateau, le deuxième c'est un animal. Donc, je ne peux pas dire que je suis venue de vacances par sheep Non. parce que ça va être C'est long. très long. Donc, dans ce cas, lui, une chose c'est l'accent et autre chose c'est quand il a una confusion à niveau de qu'est-ce que je veux dire. De ce que, ou ce que Donc, l'autre va comprendre aussi, là, ou le sens qui va complètement être modifié. Là, exact. On a en français aussi des exemples qu'on entend souvent, par exemple, les apprenants qui vont nous dire « Ah, j'ai mal au cou », mais qui vont dire le cul, par exemple. Hein, que ça change complètement. Là, il faut corriger. Là, il faut corriger Là, il faut parce que donner ça la change. C'est ça. Il faut corriger quand on Exact. sent, en fait, ou quand on entend que le sens ou ce que la personne veut dire n'est pas la même chose. Mais on va pas nécessairement aller faire une correction lorsque ça ne nuit pas à la compréhension du sens. Exact. Et là, encore une fois, il faut avoir toujours les balances, l'équilibre entre moi, je veux que mes étudiants parlent avec correction. Moi, je veux que mes étudiants parlent avec confiance aussi. Oui. Donc, il faut corriger. C'est simplement la façon de corriger, le type de correction qu'on doit. Moi, je crois vraiment qu'il faut donner la rétroaction corrective. Puis est-ce qu'il faut la donner souvent? Tu sais, parce que j'entends, tu sais, moi, je fais beaucoup de supervision de stage aussi, puis souvent, les jeunes enseignantes vont dire je veux pas corriger tout le temps ou je veux pas brimer la fluidité dans le message des gens. Est-ce qu'elles ont raison de s'inquiéter, en fait, de brimer la fluidité lorsqu'elles veulent faire de la rétroaction? Dans ce sens-là, il y a aussi les mouvements qu'au début, c'était oui, il faut corriger tout le temps. Après, on dit non, 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 parce que quand on fait ça, on coupe la fluidité. Mais là, il y a le risque aussi d'aller à l'autre extrême, de ne pas corriger. Donc, c'est ça. Moi, je pense que c'est important de considérer aussi, ça c'est pour l'oral, mais à l'écriture aussi, la douce approach. On dit, est-ce qu'il faut corriger tous les erreurs ou il faut simplement dire, dans ce premier examen, je vais corriger simplement les problèmes d'accord. C'est tout. Donc, les chercheurs qui vont défendre cette approche vont dire qu'il faut éviter la surcharge cognitive. Parce que quand l'apprenant va essayer de faire attention à tout, finalement, rien fonctionne. Exact. Par contre, les autres études qui ont été réalisées ont dit non, parce que pour vrai, dans une salle de classe, ce que les enseignants vont faire, vont corriger tout et il a aussi de bons résultats. Donc, je pars à ce qu'il y avait commencé. Il n'y a pas une réponse, c'est pas comme blanc-noir. C'est ça. Chaque classe, oui, on a c'est sûr que, par exemple, quand on parle d'une correction indirecte, on ne peut pas le donner à un étudiant qui n'a aucune idée. Si, par exemple, moi, je ne sais pas que en anglais, encore une fois, je te donner des exemples en anglais, mais si moi, j'ai un étudiant qui vient de commencer l'anglais comme langue seconde, je ne peux pas simplement souligner les verbes irréguliers au passé, parce que comment est-ce qu'il va savoir que c'est went et pas go? Donc là, je le dois donner soit un indice ou la réponse.
parce que cet étudiant n'est pas prêt encore pour avoir un certain type de correction. C'est ça, ou d'évaluer évidemment selon le niveau de nos apprenants. Là, si on Exact. enseigne à des débutants, bien, on va aller corriger seulement ce qu'on a Mhm. enseigné aussi. Là, donc, faire Exact. de la rétroaction à ce niveau-là. Oui. Puis, est-ce que justement le type d'erreur va influencer le type de rétroaction qu'on va faire? Oui, et encore une fois, on a dans la recherche, on avait Dana Ferris, par exemple, qu'elle parle dans la littérature en anglais des erreurs treatable and non-treatable. Ça veut dire qu'il y a des erreurs qui sont faciles à corriger parce que vont répondre à certaines normes. Ouais. Non? En anglais, par exemple, la troisième personne singulière, on doit ajouter un S. Mhm. Je t'amène à autre type de recherche que j'ai fait sur l'intelligence artificielle, par exemple. On voit que quand on fait des études qui portent sur le rôle de l'intelligence artificielle pour corriger les erreurs, le ChatGPT, par exemple, c'est vraiment utile pour les erreurs lexicales, grammaticales, pour te dire des réponses. C'est plus difficile quand on cherche des aspects plus de la cohérence de l'organisation selon ce qu'on veut donner pour chaque niveau d'étudiant, tu vois. Donc, effectivement, le type d'erreur, c'est sûr que c'est une variable à considérer pour la rétroaction corrective. Puis, je trouve qu'on entend, en tout cas, j'entends un espèce, ben, pas j'entends présentement, mais j'entends autour de moi des fois des gens qui nous disent, ben, l'écriture ou la qualité de l'écriture, ou c'est peut-être, entre guillemets, moins important pour l'avenir, en fait, parce que justement, les intelligences artificielles vont pouvoir corriger ou on va pouvoir poser des questions à l'intelligence artificielle. Il faut miser plus sur l'oral, en fait, puis sur les corrections à l'oral. Puis, selon toi, est-ce que c'est vrai? C'est vrai que on a les défis à l'université, mais je pense que aussi dans les écoles, pour détecter quand nos étudiants vont utiliser l'intelligence artificielle dans les devoirs ou dans un examen si on a le recours à ça. Oui, c'est sûr que c'est plus difficile de détecter quand est-ce que l'étudiant le fait tout seul ou quand est-ce que c'est une réponse de chat. Et dans ces circonstances, oui, c'est plus facile de faire une évaluation orale parce que là, c'est l'étudiant et toi. Par contre, je pense que ça dépend aussi de type de questions qu'on commence à poser. C'est pas simplement éviter les examens écrits, c'est réfléchir quelle sorte de questions je vais poser. Le chat, l'intelligence artificielle fonctionne avec les algorithmes. Moi, j'aime dire que l'intelligence artificielle, c'est pas vraiment intelligent. Mais donc, on est capable de établir ou de créer des questions qu'on sait selon les programmes, selon les cours qu'on va donner, selon le niveau de nos élèves. Et je pense que c'est là qu'on doit travailler. Les types de questions, les types de tâches et aussi établir clairement des moments que nos étudiants peuvent utiliser l'intelligence artificielle. Tu vois, et moi, maintenant, je fais des recherches avec l'intelligence artificielle. Je suis en train d'analyser les données d'un tout récent que ce n'est pas encore publié, parce que je suis en train d'analyser les données. C'est dans un cégep et on veut analyser pas simplement l'aspect de l'étudiant qui va faire les chats, corriger les textes, mais de l'interaction entre l'étudiant, la rétroaction du chat et la rétroaction de l'enseignant. Donc, le processus en fait complet. Là. L'interaction. Donc, ce qu'on a fait, on a dit, on a travaillé avec l'enseignant au cégep qui a donné une espèce de formation dans les cours, comment est-ce qu'ils vont utiliser le chat dans sa classe. Qu'est-ce que c'est le prompt, les instructions à donner, et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc, on ne peut pas demander le chat d'écrire le texte à nouveau, par exemple. On a demandé aux étudiants d'enregistrer toute l'interaction avec le chat. Donc, on peut voir dans l'écran comment est-ce que l'étudiant pose la question et qu'est-ce qu'il décide de corriger ou pas. Et ça, c'est déjà un processus intéressant parce qu'on voit l'engagement à 3 niveaux, affectif, cognitif et comportemental.
cognitif parce qu'on voit les sortes de questions quand est-ce que l'étudiant vraiment essaie de comprendre, essaie d'exercer un jugement critique. On voit aussi l'engagement affectif. Il y a des étudiants qui se fâchent vraiment avec les chats. Il y avait un qui lui dit, mais tu es un robot idiotique ou quoi? C'était vraiment comme si c'est vraiment intense dans un moment l'interaction. Et l'autre qui lui dit, merci beaucoup de m'aider, comme si ça serait vraiment une personne qui les vont remercier et demander s'il vous plaît. Et là, on voit aussi l'engagement comportemental parce qu'on le voit littéralement parce qu'on voit à l'écran que l'étudiant va refuser des corrections, va accepter des autres et va ignorer aussi. Donc, c'est pas nécessairement que il va accepter tout. Après, cette draft corrigé, on dirait, cette production qu'il a corrigée grâce à chat, à la rétroaction corrective du chat, il va le donner à l'enseignant. Et l'enseignant va donner la rétroaction. Et l'étudiant, pour une dernière fois, va écrire sa version finale. Après, on a fait des interviews avec les étudiants. On les montrait l'interaction avec eux et le chat. On a posé la question. Ici, pourquoi est-ce que tu as refusé cette correction? Et l'étudiant disait, par exemple, parce que le chat ne comprenait pas ce que je voulais dire, parce que je le disais 1000 fois, mais il m'expliquait autrefois. Et on le pose la question avec ton enseignant. Ah non, avec madame, c'est différent parce qu'elle sait exactement ce que je veux dire. OK, donc, qu'est-ce que tu préfères? L'étudiant dit, ça dépend, parce que le chat, c'est facile dans le sens que c'est rapide et tout ce que la grammaire, le vocabulaire, c'était utile. Mais quand je voulais vraiment m'exprimer d'une façon ce que je voulais dire, parfois le chat ne comprenait pas, mais madame comprend immédiatement ce que je veux dire. Une autre chose intéressante, c'était, on voit que le chat te dit toujours, excellente question, tu as bien fait. Tu vois, le chat te va rassurer toujours. Peu Alors que importe c'est ce pas que tu toujours fais. bon. C'est ça, Mais la question, c'était, est-ce que ça te motive pour vrai? Et les étudiants ont dit que oui, que ça les rassure, que les motive. Mais il y avait un qui avait dit, oui, mais je sais que c'est un robot. Moi, je préfère et je me sens plus rassurée avec mon enseignant. Tu vois, donc, on dans n'a la pas fini relation avec pédagogique humaine. Là. Oui, c'est ça. Exact. Donc, je n'ai pas fini encore l'analyse, mais c'est le type de l'iceberg. On commence à voir qu'est-ce que ça va donner. Oui, puis je pense on doit vivre aussi dans notre époque. Hein, ça fait partie des choses qui existent, qui ne vont pas reculer. Puis, est-ce que ça peut être aussi une aide aux enseignants? Tu sais, par exemple, moi, j'enseigne le français, puis quand j'enseignais au secondaire, il y avait vraiment un débat entre les enseignants qui disaient « Ah oui, les enseignants de français travaillent beaucoup parce qu'ils corrigent, mais nos collègues, par exemple, en éducation physique ou en maths faisaient moins de corrections. » Est-ce que vous pensez qu'un jour, on va avoir, ou est-ce qu'on a déjà, en fait, des robots générateurs qui sont efficaces pour faire de la rétroaction à l'écrite présentement pour les enseignants? Mais en fait, c'est ça l'objectif de ces dernières recherches que moi, je suis en train de faire, parce que c'est exactement comme tu viens de dire, les étudiants l'utilisent déjà et les enseignants l'utilisent déjà. Et parfois, ne le dis pas parce que c'est comme pas correct, mais il a une utilisation. Donc, mon objectif, c'est comme, OK, dans quelles circonstances, comment le faire pour nous assurer que soit éthique, mais aussi efficace pour les enseignants et pour les apprenants. Donc, je ne suis pas encore là, je ne pourrais pas te donner une réponse catégorique, mais je suis certaine que oui, on voit des études déjà qui montrent d'une façon ou d'autre comment est-ce que le chat peut devenir un utile, mais que jamais va remplacer le professeur ou l'enseignant de salle de classe. Ça, je suis certaine. Mais pour la rétroaction, ça peut devenir un outil Mais intéressant oui, pour mais les oui, enseignants et pour les apprenants. c'est sûr. Oui, je pense qu'on n'y échappera pas.
Dans mes cours, comme je te dis, je l'utilise. Mes étudiants, dans les cours d'écriture que moi je donne à l'université, on a vécu cette comme expérience. Je les ai dit, et justement, ça a commencé comme ça. Ça a commencé, mon intérêt à faire des travaux de recherche dans cet aspect de l'intelligence artificielle et l'écriture, c'est parce que quand j'ai donné ces cours, je dis, c'est impossible que cet étudiant écrit ça tout On s'en seul. rend compte Ça, c'est le rapidement, chat. là. Oui, oui. Donc là, j'ai changé la formule et je dis, OK, écrivez votre texte et après, demandez le chat d'écrire un texte avec les mêmes consignes. Viens avec moi avec les mêmes textes. Ton texte, le texte qui a produit le chat, donne-moi les avantages, les désavantages que tu trouves dans les deux textes de la façon qu'on était rédigés et dis-moi quelle erreur tu trouves dans la rétroaction que t'a donné le chat, si tu trouves. Si tu en trouves, Donc là, déjà, l'étudiant va utiliser le chat, mais il sait qu'il ne peut pas l'utiliser 2 fois. Donc, il va écrire une version et il me va montrer les deux, tu vois. Donc là, on commence à être transparent et dans la deuxième partie, c'est fait un jugement critique. Ouais. OK, ici ça marchait, ici ça ne marchait pas, je peux l'utiliser comme ça. Mais pas comme ça, par exemple. Mais pas Exact. Puis, si on revient à la rétroaction naturelle que l'humain fait, en fait, est-ce que là, on a une bonne formation? Est-ce que la formation initiale prépare les enseignants à plusieurs types de rétroaction? En fait, je sais que dans ma pratique, par exemple, je vais enseigner à mes étudiants à faire de la rétroaction, soit orale sur une application qu'on peut utiliser, par exemple, Voxer ou Vocaro, ou des outils comme ça, ou encore de faire de la rétroaction directe ou, en fait, quoi corriger à l'écrit. Mais est-ce que tu crois, en fait, que on enseigne bien la rétroaction en formation initiale? Parfois, je parle pas de la formation initiale, je parle déjà des enseignants qui sont en train de Qui sont travailler à déjà en l'école, exercice, là. en exercice. On sait que c'est pas facile être enseignant, Vraiment. on sait que sont toujours débordés. Il y a plusieurs conditions qui font que c'est dur, que c'est difficile. Mais malheureusement, dans ce contexte, il y a des enseignants qui vont dire, moi, je n'ai pas le temps de donner la rétroaction corrective. Et là, c'est vraiment triste parce que dire ça, même si je comprends, il n'y a aucun jugement. Oui. Mais dire que je n'ai pas le temps à donner la rétroaction corrective, c'est je n'ai pas le temps de faire que mes étudiants apprennent. Exactement. Parce que la rétroaction, en fait, autant à l'écrit qu'à l'oral, je crois que c'était vraiment une compétence professionnelle centrale, que ce soit dans la compétence d'évaluation au niveau du référentiel des compétences au Québec, mais j'ai l'impression que certains voient la correction, la rétroaction comme une tâche plutôt périphérique. Périphérique, supplémentaire, optionnel et nécessaire. Il y a des autres cas, par exemple, que je les trouve encore plus tristes parce que ce sont des enseignants qui vont s'investir en corriger les erreurs, mais qu'après vont donner ça à l'étudiant et l'étudiant le va jeter, le va mettre à l'école. Il y a une étape supplémentaire que c'est de, OK, maintenant tu me donnes une révision, une version finale. Ouais. Et c'est cette version finale que moi, je devais donner la note. C'est ça, donc d'avoir Ça une change le version game. formative, une première rétroaction, puis après une version sommative finale, en fait, qui sera évaluée, là, que ce soit Et que à c'est l'écrit ou à l'oral. malheureusement, et que c'est malheureusement l'étape que les étudiants, je ne sais pas au niveau primaire, mais surtout les adolescents ou à l'université, c'est ça, c'est la note. Ouais. C'est la note. Puis après la Donc, note, il n'y a rien. Donc, j'ai reçu 77, voilà, ou j'ai reçu 94, voilà. Exact. Mais tu sais, s'il y avait une autre étape où l'enseignant, le professeur, le formateur, tu sais, capable de dire, ben maintenant, la première note n'est pas une vraie note, en fait, sers-toi-en pour aller bonifier ton travail, ajuster ton travail. Ben là, évidemment, on est en train d'évaluer le processus complet, puis c'est beaucoup plus significatif. Je crois. Exact. Je crois. Exact. C'est sûr que ça implique, mais
ça implique un investissement initial, mais après, c'est plus payant en termes de temps et d'énergie. Oui. Parce que les étudiants se vont habituer et vont produire chaque fois des textes qui on va voir le progrès aussi. Ben oui. Donc, c'est ça. Je pense que c'est une espèce de contradiction parfois, mais c'est la vie. La vie est la pleine de Puis, contradictions. oui, bien sûr. Puis, c'est vrai que corriger tout ça, c'est énergivore. Ça va prendre du temps, un temps fou, mais je pense que quand on ajuste adéquatement ou qu'on organise bien notre correction, ben, il y a moyen, en fait, d'en faire vraiment un outil puissant pour bonifier les compétences de nos apprenants, puis même de sauver du temps à nous, parce que plus notre processus va être clair, puis que les étudiants, les apprenants vont comprendre ce qu'on est en train de faire, ben, plus ils vont s'investir et s'engager dans cette tâche-là aussi. Là, ça devient signifiant pour eux aussi. Dans le cadre d'un projet de recherche que c'est toujours en cours, ça porte sur l'importance, le rôle de la pleine conscience pour réduire l'anxiété langagière et pour favoriser l'incorporation de l'engagement avec la rétroaction corrective. Ouais. Donc, dans ce processus, on a proposé les enseignants les étudiants vont écrire un texte, l'enseignant va prendre ce texte, va corriger les erreurs, comme d'habitude, va donner ce texte avec les corrections, mais on l'a fait comme une photocopie de ce texte virgin, sans aucune correction. Donc, l'étudiant va recevoir le texte corrigé de l'enseignant, va regarder ces erreurs, mais là, l'enseignant va prendre ce texte-là et le va donner le texte initial, le texte sans aucune correction, pour que l'étudiant corrige là-bas. Et ça a changé tout, parce que maintenant, l'étudiant va vraiment faire un effort cognitif pour retenir, pour comprendre la rétroaction, afin de qu'une fois que l'enseignant va prendre ses corrections, c'est son tour de faire les corrections. Donc, quand l'étudiant sait qu'il doit faire quelque chose avec la rétroaction corrective reçue, c'est là qu'il s'engage. Oui. Alors que j'ai l'impression que dans tout le processus d'évaluation en général, cette étape-là est oubliée. Surtout dans la structure actuelle des choses, là, mais je pense qu'il faut s'en souvenir puis que c'est important. Comme dans ma classe, je fais toujours un exercice quand je fais de l'écriture puis que je corrige. Souvent, je vais dire à mes étudiants que je ne corrige que 10 erreurs, peu importe lesquelles. Je les souligne, je vais les indiquer de 1 à 10, puis je leur donne un tableau où ils doivent remplir les numéros 1 à 10, ne jamais recopier l'erreur, mais m'expliquer qu'est-ce que c'est l'erreur selon eux, de m'expliquer quels outils ils ont utilisés pour le... Puis tu sais, je remarque depuis des années que je fais ça, que la première fois que je fais l'exercice avec mon groupe, tout le monde a 10 erreurs, mais souvent, plus j'arrive de la fin de l'année, moins il y en a. Souvent, il va y avoir 1, 2, 3 erreurs parce qu'ils savent qu'ils ont une tâche à faire après, puis ils veulent pas la faire, ils trouvent ça long, ils trouvent ça plate. Fait que dans le fond, ils font « OK, là, si je me force plus dans ma production initiale, j'aurai pas 10 erreurs à corriger avec Mme Tania, je vais en avoir 2 ou 3. » Puis ils sont contents. Ils sont contents. Et c'est ça, je pense que c'est important de comprendre l'importance que es. En plus, c'est une partie intégrale. Oui, c'est comme dire, j'ai pas l'espace dans mes mains pour un 5e doigt. C'est fait pour 5. C'est ça, il y en a déjà 5, mais un 6e, ça fonctionne pas, par exemple. Mais c'est ça, je pense qu'il faut vraiment amener les apprenants, les enseignants à comprendre à quel point l'évaluation, la rétroaction fait partie de l'évaluation, puis ce qu'on va faire avec la rétroaction qu'on reçoit. Et de l'apprentissage. Et de l'apprentissage, évidemment. En fait, c'est ça. L'erreur, c'est un tremplin vers un apprentissage. Il faut que l'erreur soit utilisée, en fait, comme une possibilité de faire un progrès et non pas s'arrêter là. Sinon, c'est comme ça que ça fait tout le temps. Donc, je pense qu'enseigner l'écriture ou l'oral, en fait, c'est pas juste corriger des erreurs, c'est accompagner vraiment les apprentissages que nos apprenants feront ou pas, en fait, avec ce qu'on va avoir fait. Merci beaucoup, Maria Lourdes, pour cette discussion, pour la clarté. Tu nous as apporté un peu partout en écriture, en oral, en intelligence artificielle. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines années. Je vais suivre ce travail-là avec plaisir. Je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui.